à toutes et à toutes, nous sommes sur Late Night Wrestle ce soir, nous sommes en direct, je suis Gilbert Bribois, il n'y a pas d'Imeco, il n'y a pas Riolo, mais avec moi ce soir, pour les fêtes, il y a Verpadoro. Salut à toi mon grand. Salut. Comment ça va? Très bien. Bon, et en plus de ça, il y a aussi Brosty. Salut à toi Brosty. Oui, salut, ça va, oui. Comment tu vas? Très très bien, oui, c'est vrai que... Fallait que je... Oui, c'est Alors Brosty, pas Brousto. Oh Brosty. Brosty Ce soir, Pousto. on finit par haut, donc ouais. Et il y a aussi Renaud. Salut Oui, Renaud. non. Salut à tous, salut tout le monde. Bon, tu reprends la main Brosty? Allez vas-y, je t'en prie. Oui. Oui, effectivement, mais les voix charismatiques comme ça, moi, j'ai tendance à craquer, c'est pour ça. Et puis en général, moi, je m'incline devant des présentateurs de cette qualité. C'est petit hommage à Gilbert Bribois, bien sûr. Ouf. Bon. Et donc, c'est dans ce 6e épisode de Late Night Wrestle, il me semble. Si je prends bien la chronologie, c'est bon, tout le monde s'est présenté, donc je pense qu'on va passer tout de suite. Jingle pay-per-view. C'est ça, oui. Bien sûr, à parler de TLC, donc à tout à l'heure avec donc le jingle, c'est ça. Merci Gilbert. De rien. Et donc nous voilà à Houston dans le Texas au Toyota Center. Ben oui, il n'y avait pas Citroën ni Volkswagen. Oui, bon, c'est le dernier numéro en temps de l'année, donc quelques petites blagues, mais on sera sérieux. Vous inquiétez pas, avec le kick-off, qu'il y a peut-être que moi qui l'ai vu. Ah bah moi je l'ai pas vu. Hein. Ah bah c'est bien. Bah je vais faire une analyse seule alors je pense avec Fandango qui a battu Dolph Ziggler en 4 minutes 21, distraction de Summer Rae qui a poussé Dolph Ziggler qui est tombé, Fandango a recouvert et le tombé. Voilà. C'est la descente aux enfers de Dolph Ziggler qui continue, j'aurais tendance à dire. C'est triste. C'est pas trop où ça mène là, ce qui se passe avec Ziggler depuis quelque temps. Même sans avoir vu, là Renaud, tu vois un petit peu la descente aux enfers de Ziggler. Ouais, c'est triste. C'est vraiment triste parce que quand on pense que le mec était encore champion, qui défendait sa ceinture à Payback, qu'il était encore challenger même à Money in the Bank et tout, tu le vois descendre comme ça, waouh, un talent gâché comme ça, c'est vraiment terrible. J'espère qu'il va remonter parce que moi Ziggler, j'ai toujours dans le cœur quoi. Alors, on verra quand, hein, mais. Ouais. Dire que l'année dernière, il était, excuse-moi, mais l'année dernière, par exemple, au Royal Rumble qui va arriver bientôt, en janvier, fin janvier, l'année dernière, il était par exemple Mr. Money in the Bank, et il était dans les 4 derniers, je crois, ou dans les 5 derniers. Ah, on le sent mal, par exemple, on sait très bien qu'au Rumble de l'année prochaine, faudra pas compter sur une victoire de Ziggler, je pense pas. Oh non, il va matcher comme d'habitude et puis voilà. Et là, il a même pas le temps de matcher en plus parce que le match, comme je vous dis, là, il a duré à peine plus de 4 minutes. C'est une catastrophe. Il y a eu la pub au milieu, on n'a rien vu. C'est vraiment, ils ont foutu, encore plus que d'habitude, ils ont foutu un match en pré-show pour mettre un match en pré-show parce que vraiment là, ils ont rien à foutre. Hein. Là, je vois Sébastien qui a dit que ça aurait pu être bon, mais totalement foiré car limité à moins de 5 minutes d'action pub comprise. Donc voilà, c'est une catastrophe. Et si Mr. Poiler se glisse là-dedans, on va dire que cet affrontement se refera au prochain Raw là de la veille de Noël, la veille de Noël, pardon. Pour un number one contender pour celui qui va se faire charcuter par Biggie. Voilà. Ouais, d'accord. Titre intercontinental. Si Verpa t'as quelque chose à dire sur le cas Ziggler ou sur Fandango éventuellement, parce que moi sur Fandango j'ai jamais rien à dire, honnêtement. Donc on est sur deux gars qui sont en perte de vitesse, donc ça va être difficile pour ces prochains mois. Je pense que Ziggler a laissé passer sa chance depuis le mois de septembre, c'est une descente continue, donc malheureusement je pense que c'est une situation qui va perdurer au moins jusqu'au mois d'avril-mai, c'est-à-dire toute la retour WrestleMania. Ouais, c'est ce qu'on peut craindre. Et dans le premier match d'ouverture, en parlant de voir si ça peut durer jusqu'à Road to WrestleMania, il y a toujours The Shield, il y avait quelques petits avis là lors du précédent pay-per-view après Survivor Series qui disaient que ça aurait pu se couper entre les membres. Mais en fait là ils étaient toujours joints, là Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins, et pour affronter CM Punk dans le premier des 2 handicap matchs 3 contre 1 du soir. Et contre toute attente, CM Punk a profité que Roman Reigns inflige le spear par erreur à Dean Ambrose pour l'emporter après 13 minutes et 42 secondes.
Que penses-tu, Verpa, de cette victoire quand même assez exceptionnelle? Un bon petit match, vraiment pour un 3 contre 1. Généralement, c'est pas des matchs très très intéressants, mais on peut voir que bon, c'est pas plutôt Punk qui a été le grand acteur, c'est plutôt les 3 membres du Shield qui avancent un peu plus vers une séparation en solo avec chacun un type de personnage bien différencié. Je pense que j'étais un peu déçu de voir Dean Ambrose aussi peu utilisé, aussi peu mis en avant parmi les trois, parce qu'on voit bien que l'homme fort en ce moment, ça reste quand même de loin Roman Reigns. Donc cette fin-là, même si elle était prévisible, elle est quand même bien exécutée, ce qui fait qu'au final on a un match quand même très plaisant. Seth Rollins par contre est toujours un peu en train de stagner, un petit peu fade. J'ai l'impression qu'il est assez peu mis en avant, alors qu'au contraire, bon, même si Dean Ambrose est un peu plus en retrait depuis quelques temps, on a quand même un bon clan du Shield, mais même là, on sent, on dirait presque comme c'était la Nexus avec la New Nexus avec CM Punk, on sent que le clan est sur la pente descendante et qu'il va y avoir un démembrement très prochainement. Donc pourquoi pas par exemple au Royal Rumble ou au tout début de la road to WrestleMania, ça me semble pas illogique. Oui, oui, bah ça devrait arriver quand même un jour, parce que déjà, c'est vrai qu'on s'était posé la question un peu plus tôt là durant l'automne, ce qui se passerait à leur première défaite. Bah ouais, c'est vrai que depuis ils les alignent pas mal les défaites. Hein. Enfin, ils gagnent quelques matchs quand même de temps en temps. Ils ont pris leur revanche le lendemain à Raw contre CM Punk, paradoxalement, qui était joint au Uso. Donc comme quoi CM Punk tout seul se débrouille mieux que quand il est accompagné, et c'est la morale, je dirais. Et ouais, c'est vrai que là c'est vraiment Roman Reigns qui vole au-dessus des deux autres, parce que Rollins il est là pour matcher, Ambrose je dirais presque pareil, même si l'alchimie avec CM Punk est pas forcément évidente. Qu'en penses-tu, Renaud, du match éventuellement après de... Ouais, le match j'ai trouvé correct, sympa dans l'ensemble. On sent bien que Roman Reigns il va faire son spear à l'extérieur, que Punk va l'esquiver, qu'il va se manger la table. D'ailleurs, il se la mange bien la table. Et puis tu sens très bien aussi que Roman Reigns va revenir à la fin. Alors soit ça sera lui qui va donner la victoire au Shield, soit il va foirer, il va se passer quelque chose. Bon, ça a été l'esquive de Punk et il a fait donc son spear sur Ambrose. Ça, tu le sens un peu venir, j'ai envie de dire. Mais le problème des handicap matchs, c'est que ça se fait pas en pay-per-view, quoi. Ça, c'est un vrai problème. Même si le handicap match est pas mauvais, qu'il est même correct et plutôt bon, j'ai préféré celui d'après, on en parlera plus tard. Je trouve que ça a pas sa place en pay-per-view, c'est dommage. J'ai essayé de chercher dans ma mémoire des pay-per-view récents pour avoir des handicap matchs, et je me suis rappelé d'un DX contre Spirit Squad à Vengeance 2006. Oui. Ouais, voilà, ou d'un Orton et Cowboy Bob Orton, donc Randy Orton et son père Oui, contre contre Undertaker. oui. Voilà, No Mercy 2005, mais bon, c'était plus un contre un parce que le Cowboy Bob Orton, il était déjà capoute en 2005. Mais sinon, oui, voilà, alors, les handicap matchs, je trouve que ça n'a pas sa place en Ou alors pay-per-view. Punk, oui, ça fait son deuxième de l'année, mais bon, Paul Heyman, oui, là aussi, Oui, exact, c'est il vrai, était au-dessus de la cage, donc bon, ça. Ouais, mais même, t'as raison en fait, puisqu'à Night of Champions, c'est Paul Heyman et Curtis Axel contre Punk. Oui, oui, ça fait son deuxième, techniquement parlant. Oui. Ah oui, oui, d'accord, tu parlais... Ryback. Et puis surtout que là quand même Il on en a a fait deux, oui, quand même. Oui. deux handicaps dans le même pay-per-view, ce qui est quand même c'est hyper vraiment, rare. c'est hyper rare. Et puis en plus, si on regarde, mais c'est vraiment deux matchs miroirs en fait. On a un clan. Alors bon, on a un clan qui est un peu plus à la mode en ce moment et l'autre qui est en train un petit peu de péricliter, mais et puis en face, on a deux semblables quoi. On a CM Punk et Daniel Bryan qui ont quasiment le même type de public, qui ont eu à peu près le même rôle durant cette année, même si bon, il y en a un qui est plus underdog que l'autre, mais ils ont quand même un passif qui est très semblable. On a l'impression que les deux matchs, ce sont exactement les mêmes en fait. La seule chose qui change, c'est le résultat. Ouais, c'est vrai, oui. Et les contextes, effectivement, ouais, parce que c'est vrai qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que là, The Shield, ils sont tellement montés haut. On se rappelle l'année dernière, justement, à TLC, ce match énorme contre Daniel Bryan, Kane et Ryback. Et Ryback, ah oui, c'est vrai, il était face. Oui, il y avait Ryback dans un match énorme, oui, c'était à oui, l'époque. Il était face à l'époque, c'est ça, le fameux spot, évidemment, de Ryback sur Rollins, ça qu'il avait envoyé à travers les tables. C'était très très violent, ça. Ouais. Et ouais, voilà, non, c'est là ils ont été champions par équipe. Ambrose il est champion des États-Unis, mais il a aucun challenger. C'est vrai qu'ils sont sur la pente descendante. Ils sont, ouais, on le sent. C'est vrai qu'un clan c'est toujours compliqué. Un clan comme ça de le faire durer. Déjà une équipe faire durer au haut niveau c'est compliqué. Et un clan, ouais, c'est. Non, ça, c'est tout. Voilà, TNA n'a pas eu la patience déjà de tenir avec 6 ou 7 catcheurs dans la WWE. Déjà a du mérite tenir aussi longtemps. Et très bien d'ailleurs, en plus ils se débrouillent très bien les trois mecs, donc voilà. C'est sûr que pour les matchs, mais à terme, oui, c'est sûr que bientôt ils doivent se séparer, ça. Tout le monde l'attend. Je pense que le Royal Rumble va vraiment
apporter des réponses à nos Oui, questions, parce que là, c'est- ça tombe au bon moment pour Oui, c'est la propice fin du pour, film. hein, c'est propice pour. Ouais, c'est vrai qu'au Rumble, Les on le éliminations, sait, de temps en temps, voilà, c'est ça, il y a des mecs qui éliminent et puis. Bon, j'ai quand même peur de quelques rumeurs parce que bon, je sais pas si c'est des huluberlus ou des mecs qui ont des rumeurs à 2 €, mais il y en a certains quand même qui commencent à parler de Roman Reigns comme vainqueur du Rumble. Bon, là je pense que si ça arrive, je tombe des nues. Hein. Ouais, comme chaque année, on a encore des rumeurs qui nous sortent sur le Rumble. Ils sont capables de nous sortir des trucs. De toute façon, moi, j'y crois pas trop non plus. Là, j'y crois Pas du tout, absolument même. pas. Ouais, voilà, j'y crois pas du tout. Mais par contre, que Roman Reigns fasse un gros Royal Rumble, pour bien le mettre en avant après sa Eh prestation en oui. Survivor Series, ou même Ah, ben, c'est pourquoi pas ça, éliminer Dean Ambrose, parce que Je je me vois bien rappelle éliminer très Dean bien. Ambrose, par exemple. Lui, ça dit quelque chose de bien. La dernière fois, lors du pay-per-view, il a fait référence que Roman Reigns pourrait éventuellement être booké pour battre le record de Kane des éliminations dans un seul Rumble. Ouais, voilà, ouais. Fort possible, ça, ouais. Ouais, c'est possible. Le gagnant, Ça, c'est ouais, possible. effectivement, ce serait un peu trop là pour lui, et sachant que le gars, quand même, main event de WrestleMania, enfin, main event, Ah ouais, c'est sûr. façon de parler, parce que la WrestleMania, tout est main event, ils disent, mais voilà. Pour une ceinture mondiale, Roman Reigns, il faut quand même pas brûler les il en étapes. est loin. Ouais, voilà, Et faut puis pas brûler les surtout, le problème c'est qu'on a eu l'année quand même qui nous a surpris, c'est l'année d'Alberto Del Rio. Alors s'il nous fait une Alberto Del Rio là, ça sera une énorme surprise. Ouais, Del Rio l'a fait dans le Rumble à 40 en plus. Ouais. étapes. Et ça venait vraiment de nulle part. C'est Oui, vrai. oui, voilà, bon, ça c'est vrai, mais je sais pas si la WWE peut répéter ça, surtout avec Roman Reigns, quand même, il y a une maturation progressive, donc faut voir s'il brûle les étapes. Quelques réactions avec Grégory Gourdou, toujours très très fidèle, merci à lui, qui a trouvé ce match correct sans plus. Punk s'est bien débrouillé, et le final est bien pensé avec l'erreur de Reigns, et dans quelques semaines, il sent une séparation à venir pour le Shield. Sébastien, qui révise les partiels en ce moment, bon courage, avant Noël c'est pas pratique, mais bon, faut faire avec, qui a dit que pour lui, il pense que Shield est complètement fini, ça va être dur de revenir en arrière, sachant qu'ils ont perdu donc en supériorité numérique. Il aurait aimé voir le clan durer jusqu'à WrestleMania, mais il pense pas quand même. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Si vous avez rien à rajouter. Allons-y. Avec c'était ça, C'est les divas, je crois. le truc. Oui, c'est ça, le match diva entre la championne AJ Lee et Natalia. AJ Lee, grosse surprise qui n'était même pas désignée diva de l'année. C'était Brie Bella et Nikki Bella. Déjà c'est spécial. La blague. Voilà. Eva Marie nominée aussi. Enfin bref. Plus dans les blagues. Voilà. Très très crédible. Mais en attendant, c'était, enfin, on va voir, mais pour mon avis, un bon match quand même, remporté par AJ au bout de 6 minutes 35, et qui conserve donc son titre et qui atteint la moitié de l'année championne diva. C'est pas compliqué, il y aura eu 2 championnes diva en 2013. Kathleen la première moitié, AJ la deuxième, plus long évidemment la deuxième partie. Verpa, toi tu disais qu'elle pourrait durer jusqu'à 2019 dans les pronos. T'as pensé quoi du match? Un bon gros match en fait, et j'ai même eu un peu peur en tant que marque que Natalia récupère le titre, parce que bien évidemment bon, il y avait les rumeurs entre guillemets Ah oui. fondées sans que ce soit d'un problème avec une présentatrice américaine, mais bon, on sait que dans ces cas-là, en général, les décisions, même si elles sont prises une semaine avant le pay-per-view pour savoir qui garde ou qui perd la ceinture, il pouvait toujours y avoir une modification de dernière minute. Mais là, le fait qu'elle gagne, ça veut dire déjà Natalia passe son tour, donc a priori, si match il y a au Royal Rumble, ça sera face à une nouvelle challengeuse. Donc moi, je pense qu'on peut faire une convergence avec un match qu'on verra prochainement et qu'on étudiera prochainement, c'est-à-dire le démantèlement de la Ton of Funk. Donc ça veut dire qu'avec Brodus Clay, je pense que Naomi va devenir la prochaine challengeuse, et là vraiment on aura une prétendante au titre qui sera plus dangereuse. Mais vraiment un bon gros match, vraiment ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un match comme ça, donc vraiment match solide. Ah ouais, Renaud, t'as pensé quoi? Ouais, pareil, hein, un bon combat de diva. Natalia, elle bosse bien, AJ est fidèle à elle-même. Voilà, j'ai bien aimé. Je le place un petit peu en dessous du Kathleen et AJ que j'avais vu à Payback. Voilà, pour moi, c'est le deuxième gros match de l'année des divas en pay-per-view. Donc, ouais, très bon match. Ouais, Grégory qui a dit enfin un match correct de diva, il s'attendait à un changement de ceinture car il trouvait qu'on voyait moins 7G ces derniers temps. Je suis moyennement d'accord avec lui. Peut-être pas lutter, c'est vrai, parce que sur la dernière semaine, c'était Tamina qui luttait à sa place pour perdre tout le temps contre Natalia en fait.
un peu spécial. Mm. Il y a une autre hypothèse d'une autre lutteuse, c'est vrai qu'on aimerait voir débarquer à WWE, qui est développée par Sébastien, qui lui aussi a trouvé que le match était solide, même s'il avait l'impression que les deux lutteuses se sont retenues, un feeling assez bizarre. C'est vrai que j'ai lu certains là qui trouvaient que des fois c'était un peu léger, comment ça relâchait sur les soumissions. Bon, enfin, bon. Fais attention à ça. Oui, voilà. Et lui, il rêve d'un AJ Lee contre Page à WrestleMania. Qui Voilà. a très peu de chances d'arriver parce qu'on va pas faire commencer quelqu'un au mois de janvier pour le mettre un match à WrestleMania, à moins de nous faire une Fandango. Même si avec les Divas c'est un peu plus... Ouais, c'est un peu plus à l'arrache, mais quand même. Je pense que non, c'est pas d'actualité. Alors après, je sais plus si le problème au niveau de l'âge, qui semblait être un frein pour l'arrivée de Page dans le roster principal, est réglé, parce que je vois actuellement que son anniversaire a lieu au 17 août. Alors, si c'est bien un problème d'âge, ça veut dire qu'il faudra attendre le prochain SummerSlam. Et là, ça serait quand même plus problématique, parce que il va falloir tenir tout le printemps avec quelqu'un en face. Donc, à part Naomi, je vois vraiment personne. Ou alors, faut faire une résurrection d'Alicia Fox. Mais en dehors de ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Hein. Ou alors, faut faire revenir Karma, mais ce qui est totalement inabordable actuellement. C'est dommage qu'il n'y ait plus Michel McCool, parce que Michel McCool contre AJ, ça pourrait être sympa aussi. Ah Niveau oui, in-ring. ça donnerait quelque chose de bien, oui. Ouais, mais elle a définitivement mis la flèche, donc c'est compliqué. Après, il pourrait y avoir Mickey James qui transite un petit peu là, dans le coin, qui pourrait faire un retour, on sait jamais, peut-être pour WrestleMania justement. Verpa ne renierait pas un Edge contre Mickey, je pense, à WrestleMania. Non, je signe des deux mains, même des trois. Ah oui. Oula, la troisième, bon, je vais pas demander d'où elle sort. Pareil. Et un avis de Vincent aussi qui n'est pas là pour des raisons voilà privées, je dirais, qui a dit que le match est bon, mais lui il aurait aimé beaucoup mieux match court, et il a trouvé que le spot de distraction à Tamina a été raté, et ce qui l'a un peu ennuyé, c'est qu'il y ait pas mal de soumissions quand même. Ce qui est le jeu entre les deux quand même, hein, parce que Oui, c'est sur ça qu'est gagné l'essentiel de leur match, entre la Peak et c'est ça, non, Widow Peak. La Black Widow. Black Widow, putain, je me trompe tout le temps de finisher avec. C'est pas vrai. Toujours. La Black Widow. Et oui. Contre Sharpshooter, évidemment, qui a failli passer, c'est vrai, 2 fois dans le match, donc ouais. Mais oui, Edge est très très solide, on se demande contre qui, on verra en 2014. On passe à la suite. Allons-y. Gilbert, Verpa, tout ça, oui. Allons-y, passons à la suite. Ah oui, le coach aussi, bien sûr. Oui. Ouais, salut tout le monde. Eh oui, qui nous joint depuis Montpellier. C'est sympa, lui, quand même. Et voilà. Je suis dans la cave à loulou. Eh oui. Ouais, mais faut pas trop abuser du vin, quand même. Ça roule. D'accord, merci coach. On vous retrouve plus tard dans l'analyse. On passe au match pour le titre intercontinental. Avec un sacré beau bébé quand même, et que le coach aurait bien aligné en défense au Montpellier. Biggie Langston qui affrontait Damien Sandow. Et Biggie est ressorti vainqueur après 6-28 et conserve donc son titre. Qu'en penses-tu, Renaud? Ouais, gros bof. Premier point noir de la soirée pour ma part. C'est dommage parce que Damien Sandow, j'apprécie beaucoup. Enfin, j'apprécie. Je trouve son personnage cool et puis j'aime bien le gars. Puis Biggie Langston, il est en train de monter petit à petit les étapes. Il est sympa à voir. Là, ces derniers temps, on avait bien apprécié, on en avait parlé. Son combat notamment contre Ambrose, je crois que c'était à In the Cell, le pay-per-view. C'était pas mal. Et puis son dernier contre Curtis Axel, qui est au Survivor Series, qui était aussi correct sans plus, mais qui était bien. Là, je suis pas rentré dans ce match, quoi. Je l'ai regardé, je l'ai oublié. Donc c'est premier point noir pour moi. Et Verpa. Un gros vide. Pourtant, j'aime bien Biggie Langston, j'adore Damien Sandow, mais vraiment, en fait, on n'est jamais trop rentré dedans. Hein. On voit que c'est une phase seulement de domination extrême de la part de Biggie Langston, qui, je pense qu'on peut lui mettre n'importe qui en face, ça sera le même résultat. Donc vraiment, peu de choses vraiment à retenir, hein, parce que pour un titre intercontinental, on a l'impression que faut le défendre, mais on n'a rien d'autre à faire. Donc c'est vraiment un match qu'on pouvait tout à fait zapper, et qui par rapport au match de Diva avant est quand même 2 crans en dessous. Ben ouais, non mais c'est vrai qu'on va faire, il y a quelques montagnes russes dans ce pay-per-view, et là ça en fait partie. C'est vrai que
Je vous suis après un début correct. Là, c'est décevant, mais en même temps, ça pouvait pas être autrement, je dirais, parce qu'il n'y a pas vraiment de réelle rivalité. C'est plus voilà pour caser les challengers un peu à la file pour Biggie, vu qu'apraprès voilà, il y en a encore un autre qui attendra à la file et puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'il perde le titre. On se demande contre qui. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quand même un catcheur qui est bon, hein, enfin qui s'est beaucoup amélioré, ça y a rien à dire, qui a même des réactions de la foule et quand même la foule est bien derrière lui, donc sur le coup là il réussit bien son truc, donc ça va pas être évident de le déloger là. En plus il a la force, donc forcément il a le gabarit, en fait il fait tout ce que Ryback n'a jamais réussi à faire en fait à WWE depuis qu'il y est, donc et là, c'est vrai que Sando, moi, je l'aime beaucoup, et là, il est là que pour servir de faire valoir, quoi. Donc, grosso modo, et c'est décevant parce que déjà que le cache de la mallette avorté, là, c'était pas un bon coup pour lui, et là, on se demande où ça peut continuer. Là, il va faire le mauvais Père Noël à Noël, et puis après, on verra. Mais par rapport à vos avis, il y a Grégory Gourdou qui a dit rien de bien passionnant, mais lui il a trouvé que Sando a dominé le match par contre, et que Biggie il a fait son Sina et renversé le match sur la fin. Ah non, là je suis quand même vraiment pas d'accord. Je pense que tout était fait pour que ce soit Biggie Langston qui soit mis en avant, et je pense qu'en face on pouvait mettre n'importe qui, c'était pareil. C'était là pour faire office de faire valoir. Après, Sando est heel, donc il y a toujours une structure généralement Oui. dans les matchs où il y a un peu le heel qui domine et puis bon, le face qui revient. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi, honnêtement. Il n'y a pas eu grosse domination, mais légère, oui. Mais ce que j'espère surtout, c'est que maintenant que les titres sont enfin unifiés, les titres de champion du monde, que le titre intercontinental, qu'on travaille mieux autour, quoi, que les bookers enfin se rendent compte que ce titre intercontinental, il a un passé énorme. C'était une ceinture vraiment à l'époque légendaire, j'ai envie de dire, parce que on avait quand même chaque pay-per-view, il y avait des gros matchs, il y a des grands noms qui l'ont porté, et puis c'était super agréable à suivre. Et là, ça fait quand même quelques années où on s'en fout, quoi. Et c'était encore le cas là. Donc maintenant qu'il n'y ait peut-être plus deux champions du monde, qu'il n'y ait qu'un champion à disputer, peut-être que la ceinture intercontinentale sera mieux considérée. J'espère en tout cas. Bah ouais, parce que tellement on pourrait penser que c'est vrai qu'avec moins de ceintures, il y a plus de candidats pour chaque ceinture, donc mais le problème, c'est la gestion du roster. C'est bizarre. Hein. Avant, il y avait au début du 21e siècle, il y avait des tas de ceintures. Les ceintures, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Le double de maintenant. Il y avait même 2 titres par équipe et tout ça, même. Même les divas aussi ont eu leur ceinture. Woman et diva, on a eu. En plus, oui. Et il y avait des rivalités et tout ça. Et là, c'est vrai que c'est pas trop la gestion. C'est vrai que on le dit souvent, mais c'est une réalité que c'est un peu les mêmes qui tournent tout le temps et il n'y a pas de renouvellement réel, quoi. Ça tourne souvent d'ailleurs. Exactement. Là, on va revoir Fandango bientôt. Par exemple, pour le titre intercontinental, il a déjà eu sa chance. C'est tout le temps le même mec qui tourne. Mais je pense que en ce moment, Damien Sandow, il est en train d'avoir un syndrome que je vais appeler le syndrome Barrett. En fait, il est en train de se Justement, j'allais en parler de Barrett, ouais, qui revient en Bad News Barrett. Ouais. J'espère qu'il y aura pas ça parce qu'il a vraiment la qualité et puis après, j'ai pas très envie, effectivement, de voir ça pour Sando, mais je crains, aussi pareil, le même chemin. L'avis de Vincent qui a dit que pour lui il n'y avait pas de compétition apportée par Sando, et Biggie qui domine clairement le match. Il trouve dommage pour Sando qui était proche d'un titre mondial il y a encore quelques mois et qui n'est aujourd'hui pas à la hauteur du champion intercontinental. Donc grosso modo de la déception au menu de ce match. Sébastien qui dit que ce match aurait même dû figurer à Raw et qui n'avait pas la carrure d'un match de pay-per-view. C'est un petit peu ce qu'on a dit, je pense. Oui, là les avis se rejoignent. Totalement. Coach ou Gilbert, là, on peut passer à la suite ou... Mais on peut passer à la suite, oui, avec le match, je crois que c'est le match avec plusieurs équipes. Oui, c'est ça, oui. On va pas vous éliminer, on vous garde. Oui, c'était un fatal four-way élimination. C'était pas vraiment précisé, je pense, avant le match, mais pour moi, c'était une découverte, honnêtement. Là, total pour moi aussi. Alors, devant l'écran, match par équipe, élimination. Ok, bon, match par équipe, je savais, mais élimination. Ouais. Okay. Non, mais après, les Français se sont trompés. Hein. Bah ouais, même eux, ils ont été surpris, même Ajus et Chéreau sur AB1, ils l'ont découvert en même temps. Moi, c'est juste à l'annonce du match, là. C'était Robert, je crois, qui faisait l'annonce, et quand il a fait, voilà. Ah, ok. Mais c'est vrai que c'est logique, il y avait beaucoup d'équipes de faire
cette sorte de match, mais c'était pour être titre par équipe entre donc les champions là, les Ross Brothers, Goldust et Cody Rhodes, qui affrontaient une nouvelle équipe, Rey Mysterio et Big Show. Une autre nouvelle équipe, on va dire de circonstance, les ex poulains de Paul Heyman, Ryback et Curtis Axel. Et puis les Real Americans, Antonio Cesaro et Jack Swagger, bien sûr, toujours accompagnés par Zeb Colter. L'ordre d'élimination, d'abord Ryback et Curtis Axel, ensuite les Real Americans, ce qui fait un finish entre les deux équipes face, et à l'arrivée Goldust et Cody Rhodes gardent les titres par équipe après 21 minutes 05, deuxième match le plus long du pay-per-view. Toujours un peu de la veine des matchs par équipe qui a un pay-per-view de la WWE ces temps-ci. Il y a un bon momentum, il paraît qu'ils vont se concentrer plus au catch par équipe, on pourrait le croire avec ces nouvelles équipes formé. T'en penses quoi, Renaud? Ouais, bon combat avec un début un peu lent, mais j'ai apprécié. Je note quand même la prestation encore une fois de Goldust, on le dit podcast après podcast, mais bon. Oh, le petit Canadian Destroyer qui fait un moment. Oh là là. Ouais, il fait le petit Canadian Destroyer qu'il avait porté déjà en plus sur Survivor Series, je crois, et puis là il nous fait un Hurricane Rana à un moment donné, Goldust. Oh oui. Waouh, je suis resté impressionné de voir Goldust faire ça. Puis il reste assez longtemps dans le ring aussi pour l'équipe des Rhodes, quoi. Il est pratiquement là tout le temps. La fin était très bonne, hein. La fin entre Cody Rhodes et Rey Mysterio, même si le booking est surprenant parce qu'on finit par deux équipes face. Mais d'un côté c'est bien aussi, ça change un peu. Mais alors cette intensité, cette alchimie qu'il y avait entre Cody Rhodes et Rey Mysterio m'a fait plaisir sur la fin, c'était très bon. Oui, d'ailleurs ça rappelait de bons souvenirs à Vincent là qui a souligné, ça leur rappelait la rivalité en 2011 qui avait donné un match entre les deux à WrestleMania notamment. Exactement, ouais, ça avait donné un combat à WrestleMania 27 qui était plutôt bon aussi. Donc sur ce point-là, c'était très bien. Après le match, si je dois comparer avec les autres pay-per-view des matchs par équipe, je trouve qu'il est un peu en dessous de ce qu'on a vu, mais c'était tellement haut ce qu'on a vu, celui de Battleground notamment et celui de Hell in the Cell aussi. Donc je le mettrai un poil en dessous, mais ça reste un bon match et ça me fait plaisir que la WWE remette enfin les matchs par équipe en avant et ses ceintures par équipe en avant. Triple H en avait déjà parlé, hein. Il comptait le faire déjà il y a un petit moment de ça, je crois que j'avais lu ça en 2012 ou 2011. Et là ça se fait tranquillement, je vois qu'au fur et à mesure ça se fait, donc c'est très bien. Oui, ouais. Bon, après la déception, c'est qu'il n'y ait pas eu les frères Yusso. Bon, c'est sûr, ils ont eu pas mal de chance ces derniers temps, mais ils sont tellement bons, ça fait tellement longtemps qu'ils tournent autour, ça. C'est vrai qu'ils méritent d'être champions aussi, hein. Ah ouais. Bon, après c'est sûr, on le sait, là, il y aura les Cody et Goldust. Bon, il y a un moment où ça va clasher avant WrestleMania, on peut penser, parce que Goldust, il a quand même un contrat qui court, je crois, jusqu'à WrestleMania environ, donc on le sait que ça risque de clasher là. On verra, ouais, ça laisse la porte ouverte à d'autres équipes. Et puis il y a Rey Mysterio, Big Show, ça me fait penser à l'époque où Mysterio était avec Batista, bien sûr. Ça me fait complètement penser à ça. Ah bah oui. S'il y a la même qualité, je signe évidemment. Ah oui, c'était pas mal, ouais, c'est clair. Puis pour relancer Big Show, je pense, parce que là pour l'instant en match simple, de toute façon Big Show il est cramé, donc cramé. Je veux dire niveau rivalité, on peut pas non plus rechercher quelque chose de neuf avec lui, donc il vaut mieux rebondir sur un match par équipe. Comme il y a quelque temps quand il s'était joué au Miz, à Jericho. Voilà. On peut espérer que ce soit la même veine, oui. Et réaction de Grégory qui a dit pour lui c'est un des meilleurs matchs de la soirée. Paradoxalement, il n'est pas du tout fan des Fatal 4-Way par équipe. Et pour lui, les Real Americans ont fait la meilleure impression dans ce match avec une bonne alchimie, un bon relais entre Swagger et Cesaro. Sébastien qui a dit que le match est très divertissant. Comme toujours, oui, il a noté comme toi Renaud la prestation remarquable de Goldust, 20 bonnes minutes d'action. Et je vais finir avec Vincent qui a noté l'utilité de l'équipe Ryback-Cell, on va dire, en contracté, qui se sont fait éliminer sans rien faire en premier. Et bon, en même temps, ça l'a arrangé de pas trop voir Ryback dans le ring. Et ensuite, il a vu de belles combinaisons de bons mouvements, donc dans le mini Canadian Destroyer. Et puis, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça lui rappelait la fin 2011, ces échanges entre Mysterio et Cody. T'en as pensé quoi du match, Verpa? Moi, je suis heureux de voir que ce que j'avais prévu pour Curtis Axel arrive en fait. C'est que si on lui enlève la nouveauté qu'il avait, je veux dire au printemps, comme étant tout neuf et tout ça avec un nouveau thème, un nouveau personnage et tout ça, passer l'effet de mode, en fait, on voit que Curtis Axel, il est vide quoi.
il fait vraiment pas grand chose. En dehors de ça, j'ai trouvé que Ryback était pas trop mal. Alors les deux, bon, même si on peut qualifier ça d'équipe composite, d'équipe patchwork, je trouvais que ça marchait pas trop mal. Hein. C'était vraiment pas mauvais. Par contre, vraiment, ce que j'ai adoré, c'est les mouvements entre Cody Rhodes et Rey Mysterio. Donc là, vraiment, je ferai un parallèle, mais différent du vôtre. Ce serait celui entre Randy Orton et Rey Mysterio. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une suite de matchs, et notamment un match à WrestleMania. Alors ça devait être WrestleMania en 2007, quelque chose, ou 2006. WrestleMania 2006 et WrestleMania 22, mais il y avait Angle, hein, c'était un triple threat match. Oui, mais il y avait toute une séquence entre Rey Mysterio et... Ouais, très bonne, très bonne. Et Orton qui était excellente. Et donc vraiment, là j'ai retrouvé de très bonnes choses. Et d'ailleurs, c'est des séquences comme ça qu'on attend de Sin Cara. Alors on sait pas qui c'est qui sera derrière le masque, mais c'est des séquences comme ça qu'on attend de lui. Donc après, est-ce qu'on va réussir à y arriver un jour? Ça, c'est moins sûr. Après, pour revenir plutôt sur les Real Americans, alors bon, Antonio Cesaro n'a pas pu mettre son hélicoptère, mais en dehors de ça, ça reste une bonne performance. Bah, j'espérais, hein, on sait jamais, mais on sait jamais avec lui, il est capable de tout cet homme, donc. Il a bien fait sur Cali, donc c'est vrai que tout est possible à partir de là. Même si chose, c'est encore dessus, bien sûr. Mais... Ouais. Par contre, j'ai regretté que Zeb Colter n'ait pas fait un petit discours plus développé. Moi, ça me manque, mais sinon, en dehors de ça, c'est un match tout à fait bon, parce que souvent, on est propice à critiquer les matchs où c'est un peu patchwork, où on a des gars qui viennent un peu de nulle part, sans gros feud, mais là, c'était une réussite. On peut se diriger vers une rivalité au prochain pay-per-view, éventuellement, même si c'est un peu compliqué. Au Rumble, il n'y a pas non plus une tonne de matchs, mais si un match par équipe, ça pourrait être Goldust et Cody contre Rey Mysterio et Big Show, je pense. C'est possible, j'espère vraiment que Eric Rowan et Luke Harper vont rentrer dans la course un jour aussi. Ah oui, parce que deux équipes face, c'est un peu particulier quand même. Voilà, c'est un peu particulier, et puis bon, voilà, s'ils rentrent dans la course au titre, ça peut être très intéressant aussi. Eh oui, bien sûr, ouais. Ça peut être une passation de témoins, on verra. Par contre, passation d'attitude, je dirais, lors du prochain match. Là, j'ai pas fait appel non à Gilbert au coach parce que ça, on n'en traite pas dans l'after. C'est pas faux. Là, voilà. Ce match entre Brodus Clay et R-Truth, qui vient d'une rivalité d'un heel turn progressif de Brodus, qui a pas apprécié que Xavier Woods, qui est le poulain de R-Truth, le pic entre guillemets. Enfin, c'est Funkadactyls et le thème. Donc c'est un turn mené progressivement avec donc la victoire là de R-Truth après 6 minutes 02, après que Tensai et Naomi et Cameron aient décidé de partir, de laisser Brodus Clay tout seul parce que il devient quand même assez nerveux ces temps-ci, il se proclame main event player, il est quand même un petit peu loin de ce statut. C'est un personnage un peu particulier, mais bon, une manière de le faire revenir sur le devant de la scène. T'en penses quoi, Verpa, de tout ça? Moi, je trouve que bon, en général, j'aime bien plutôt les changements, mais là, je suis plutôt déçu, quoi. Je trouve que il manque quelque chose. Ah, c'est vrai, on peut pas dire grand chose là-dessus, c'est sûr. Renault, éventuellement. Bon, le match, c'est très dur à analyser, j'en conviens. Ouais, je me suis dit, ça fout quoi en pay-per-view ce truc, franchement. J'en ai marre que la WWE nous sorte à chaque fois, maintenant, à chaque pay-per-view, un truc comme ça, sorti de nulle part. T'as Tensai en mode bisounours qui veut pas que Brodus Clay projette R-Truth dans les escaliers, il veut pas qu'il pende R-Truth à l'envers. C'est bon, quoi. Ça va. Ouais, il était classe, Tensai, hein. J'ai trouvé que, en plus, il faisait très corporate. Avec son petit jogging, on aurait dit qu'il allait au football américain. Ah ouais, non, mais... Ouais, non, mais franchement, j'ai trouvé ça chiant. Ça a pas duré longtemps, non? Heureusement, je pense. Un peu plus de 6 minutes, quand même. Ouais, quand même, ouais, un peu plus de 6 minutes. Quasi le même durée que le match d'Iva. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Par contre, on sent bien que Brodus Clay, bon, bah, il y a quand même un avenir en heel, mais bon, le problème, voilà, c'est que, bah, je pense que la place en ce moment de Big Man, bah, il y a toujours un grand et un plus costaud. Bah, je pense qu'en ce moment, c'est Reigns et Langston. Donc Clay, bah, va falloir qu'il attende pour avoir sa place. Attention, là, tu as cité Langston, ça peut être un truc positif pour Brodus, justement, là, tu dis. Il si on l'associe à Langston, parce que Biggie est face, donc, ouais. Oui, il peut y avoir un affrontement, mais je pense que, ouais, mais bon, c'est pour nous refaire un remake de Mark Henry Rival. Ouais, vous avez envie, vous, de voir ça? Non, et puis c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du titre intercontinental, pardon, mais j'ai beau aimer Brodus, franchement, non, c'est pas possible, ça peut pas aider le titre intercontinental, ce genre de match.
j'aimerais bien que Brodus récupère le titre, mais qu'il récupère de quelqu'un, je sais pas, Billy Langston, peut-être qu'il pourrait en avoir marre du titre et vouloir aller plus haut, alors il perd sa ceinture et puis il nous faut un tournoi et que les gagne, là ça serait bien, mais... Voilà, faut pas que mais faut pas qu'elle s'inspire trop de la TNA, la WWE dans ce cas-là, parce que la TNA fait ça avec son titre Exhibition tout le temps, à en faire un moyen pour aller vers le titre poids lourd, et puis le gars il abandonne le titre Exhibition pour aller vers le titre poids lourd. Ça serait encore plus horrible pour le titre intercontinental à mon avis, et ça serait vraiment... Enfin, ils auraient pu le faire en weekly ce match-là, ils auraient pu le faire Ah en oui, weekly. tout à fait. Bah oui, voilà, là je vois, ouais, Seb il dit que ça aurait dû figurer en plein milieu d'un Raw, anonymement. Voilà. Mais pour lui, au moins il est content de voir que la fin du produit clé danseur est terminée. C'est-à-dire qu'au début on aimait beaucoup quand même, mais je me rappelle. Hein. Ça, c'est l'effet de mode aussi. Au début, ça nous, voilà, on aime bien, c'est sympa et tout, il rentre, il danse, bon, c'est cool. C'est marrant, et après, au bout d'un moment, bon, on s'en fout. Puis lui, il est mal booké, donc on s'en fout encore plus. Bah maintenant, il va falloir retravailler son personnage et casser cette image aussi et revenir derrière. On verra bien. Il avait commencé en tant que garde du corps de Del Rio, si je me souviens bien, en quelque sorte. Oui, oui. Donc on verra ce que ça fait. Avec des rumeurs que, enfin, malheureusement, malencontreusement, il avait un petit peu trop forcé la sauce et un peu fait le move qui avait un petit peu causé entre guillemets, enfin, pas directement, mais la fin de carrière d'Edge. Mais bon. Après, c'est sûr qu'avec le démembrement du clan, que vont devenir Cameron et Tensai? Bon, Tensai il peut toujours faire un personnage de face. Ouais, mais Cameron, c'est vrai que c'est compliqué. Ça. Mais Cameron, je vois pas bien ce qu'on peut en faire, hein, à part si on la met à un gars, je sais pas, on va la mettre en danseuse avec Sin Cara, non? Ah, le point Sin Cara est remarquablement fait. Ah ouais, aujourd'hui. Mais Sin Cara, l'élan nouveau, on rappelle, c'est Unico qui est sous le masque de Sin Cara maintenant. Donc. Ah oui, faut l'envoyer avec Cartrousse. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement pour Cameron. Peut-être accompagner Archouf. Pour l'instant, on dirait, ouais, parce que au Raw d'après, là, enfin, Naomi aussi, là, elles ont dansé avec Xavier Woods et Archouf, alors bon. Et encore mieux, en tag team avec Emma. Oui, oh bah ça, oui, niveau danse, ouais. Ça serait un peu bizarre, mais oui. oui, Emma NXT, oui, qui fait une danse assez curieuse avec les bras, là, qu'elle balance, en avant, là, un peu comme un serpent. Après, tu t'étonnes que le catch ait une mauvaise image, mais je sais pas comment ça peut réussir pour marcher, ça. C'est illogique, mais bon. Ces temps-ci, il y a beaucoup de danse. D'ailleurs, petit aparté, là, je viens de voir le 200e épisode d'NXT aujourd'hui. Emma qui dit en coulisses à Natalia que la danse est plus importante que le catch. Non, c'est pas possible, merde. On a déjà Fandango qui fait ce personnage, alors faut arrêter les personnages là. Ces temps-ci, il y a trop de personnages qui privilégient la danse. J'ai rien contre la danse, mais enfin bon, c'est du catch quoi. Attends le retour de Disco Inferno, tu verras. C'est vrai. Mythique. Ah, il te manque celui-là. Ah, il me manque Disco. Eh oui. Un big up à lui, tiens. Enfin. Bon, on va passer à notre match rajouté, je pense. Putain, oui, allez. Ouais, bah là, oui, même le coach et Gilbert, là, ils sont... Je suis totalement dégoûté. Ouais, voilà, ouais. Qui a remarqué que c'était un no disqualification match? Non, mais vers pas... Ah oui, non, là, ça faut même pas chercher, oui. Kofi Kingston et The Miz, effectivement. The Miz qui était du panel, le Kofi qui est venu lui mettre quelques beignes, évidemment, match organisé. Bon, on le savait, ils sont en rivalité depuis le PPO précédent, en fait, et grosso modo, et Kofi a gagné après 8 0-2, effectivement. Donc, ouais. Vers pas te souligner le côté no disqualification qu'il n'y a pas eu. Ouais, et puis pourvu qu'on nous vire le panel, quoi. On s'en fout royal, quoi. Qui s'intéresse au panel? Ça sert à rien. Ouais, c'est toujours sympa de voir de temps en temps les Mick Foley, Booker T, Bret Hart, les gars. Booker T il est abonné, hein. Hein, Boursier? Booker T il est abonné au panel, hein. Oh oui, bah oui, il est là pour ça, oui. Ouais. Ah, ok, non, je sais pas. Non, je sais pas, On dirait qu'il est là pour ça et pour faire l'arbitre des Dark Main Event à Raw, c'est tout, et voilà. Moi, je trouve que le panel, ça donnait un côté sérieux, ça donnait un peu une ampleur pay-per-view de la chose, mais de le faire après chaque mois, enfin, je sais pas, on aurait pu le faire pour WrestleMania, ou peut-être pour les 4 du Big Four, pour les 4 pay-per-view, mais enfin, ils font ça chaque mois. En fait, ça sert d'entracte entre les matchs, et j'aime vraiment pas ce truc-là, parce qu'en plus, bon, on sent bien. Évidemment, on sait tous que, voilà, c'est scripté tout ça, mais même ce qu'ils disent, on sent qu'on apprend rien de nouveau, quoi. C'est ça le problème. Ça avance pas et c'est comme s'ils avaient pas parlé, quoi. J'écoute même plus et nous sommes tranquilles. Et puis le match, en lui-même, il est assez catastrophique. Là, je vois, enfin, assez catastrophique, je veux dire, dans le sens où là, Sébastien le dit bien, qu'ils ont essayé, mais les fans ne connectent plus avec eux.
il y avait des beaux rings qui étaient annoncés, mais c'est vrai qu'en même temps, quand t'annonces une no disqualification, déjà le match il sort de nulle part, t'annonces une no disqualification, juste un coin du ring qui est détaché, c'est tout, mais c'est faible. Bon, par contre, ils ont quand Ah même oui, vas-y, essayé. Ça s'est vu. Ils ont essayé de faire quelque chose. Il y avait de la bonne ce volonté. sont deux bons catcheurs. C'est vrai que The Miz, il a un côté agaçant depuis quelques temps parce qu'il n'y a pas de renouvellement réel du personnage. On ne sait pas s'il est face, s'il est heel. Là, je viens de voir, là, aujourd'hui encore, main event, il est face. Il est accompagné par, Foley Close. Oui, oui. Il est, Mick Foley et le Père Noël, encore cette année. Donc, voilà. Bon, on sait pas. Alors là, les deux là. Alors Kofi, lui, on espérera toujours limite un heel turn qui pourra lui sauver la vie, peut-être. Et encore, c'est pas trop. Hein. J'espère plus rien de Kofi. Bah ouais, moi aussi j'avoue, on sait plus. Enfin, à part donner des bons matchs par-ci par-là, malheureusement pour lui, c'est bouché de A à Z quoi. Et Renaud, toi qui as beaucoup. Déjà que je suis pas très fan de ses tatouages, ça cache le personnage. Non, pourtant Gus te dirait, les tatouages ne sont pas évidents à voir. Hein. Ouais. Mais ça casse le mythe quoi. Pour moi, Kofi Kingston, c'est le personnage type de Saturday Morning Slam. Et là, les tatouages, tu vois. Ah oui, mais le pauvre. Ça casse le mythe. Ouais, mais le pauvre, Saturday Morning Slam n'existe plus, donc forcément, faut bien. Et Verpa, n'oublie pas que Kofi a toujours eu son tribal au bras qu'on voyait pratiquement pas, mais dès qu'il est arrivé. Bon, c'est vrai que là, il s'est un peu lâché sur son dos. J'avoue qu'il a fait un gros tatouage sur le dos. Enfin, Bon, de toute façon, perdu pour perdu, Kofi maintenant. Mais non, mais un match no disqualification, ce truc. Quoi. J'étais devant ma télé, je dis c'est pas possible quoi. Aucun objet utilisé, juste la protection du coin enlevé. Alors tu sais pourquoi ils ont fait ça aussi? Parce que pour laisser toutes les armes pour le main event. Oui, c'est ce que j'allais dire pour blaguer, ouais, c'était. Ouais, non mais. Mais ouais, c'était pour pas Mais j'en suis gaspiller de sûr. chaises, de tables. Ouais, c'est vraiment pour pas utiliser, pour vraiment laisser ça à Orton et Senna quoi. Mais j'en suis sûr de ça. C'est une grosse blague. C'est grave. Encore une fois, voilà, je ressors ma phrase, mais c'est grave. Fallait que je la sorte là. Dans un pay-per-view où il y a vraiment, à part le main event, il n'y a pas de stipu, c'est une catastrophe. Hein. Non mais c'est catastrophique. catastrophique. Dans le sens où on s'attend à avoir des stipus dans ce pay-per-view et on n'en voit pas. Et quand il y en a, c'est pas respecté. C'est sûr que la foule elle chante boring hein, après. Et ouais. Ah là c'est le moment du pay-per-view terrible. Et là on est dans la demi-heure avec le match précédent qui est ça fait tout retomber d'un coup. Ouais, c'est vrai que les montagnes russes, elles y sont. La foule était bien avec le match par équipe, bien redescendu. Enfin la foule et nous, je dirais. Ah ouais, mais là on est au moins 2, au moins 1. Ah ouais. Ah ouais. Après bon courage pour le match à suivre, quoi, parce qu'il faut remonter encore. Oh là là, c'est. Ça c'est pas facile. Ah, c'est pas évident. Ouais. Voilà, garder des momentum dans un pay-per-view, c'est pas évident. Hein. Surtout que bon, voilà, quand faut que la foule, voilà, situe bien les deux catcheurs et là les deux, elle les situe pas, c'est normal. Donc bon, voilà. C'est pas trop quoi dire. Ouais, non, la WWE se tire une balle toute seule dans le pied parce que quand tu bookes deux mecs comme ça qui sont pas aidés par le booking, c'est dommage, hein, parce que comme tu disais, c'est pas deux mauvais catcheurs non plus. Kofi, c'est un très bon catcheur, il sait faire beaucoup de choses dans un ring. Et le Miz, bon, ça va, c'est pas non plus un nul, quoi. Ça va, il y a quelques prises. Mais malheureusement, on s'en fout de Kofi et du Miz, on s'en fout d'eux maintenant. Et ils nous le mettent comme ça, ils nous disent un no disqualification. Finalement, il y a qu'un coin qui est enlevé. C'est une blague complète. Donc tant pis pour eux aussi, hein. Tant pis pour la WWE si après ils récoltent des champs boring pendant leur pay-per-view, qu'est-ce que tu veux. Moi j'aime bien la défendre la WWE, mais quand ils font n'importe quoi aussi. Oui, on le sait. Ouais. Ah, c'est déjà arrivé même à plus grand. Je me rappelle lors d'un Raw, c'était le Raw de lendemain de WrestleMania, je crois. Bon après la foule était un peu folle, mais disons qu'elle voulait pas voir un Sheamus contre Randy Orton, elle a fait savoir. Hein. Oh oui, par contre là c'était mythique grâce à la foule. Voilà. C'est vrai que c'était énorme. Bon, on va passer à la suite, je pense, avec des barbus peut-être qui ont le match des barbus en fait. Voilà, le match anti-barbier, je dirais, avec Daniel Bryan qui affrontait la Wyatt Family en intégrale, donc Bray Wyatt et Eric Rowan et Luke Harper, donc les vraiment barbus quoi. Qui s'assemble, handicap match 3 contre 1, et cette fois-ci c'est vrai que vers pas parler de l'effet miroir là qui marche avec Daniel Bryan qui s'est incliné après 12 minutes 24 et Bray Wyatt qui a finalement fait un petit peu le boulot tout seul avec on attendait presque un petit peu à ce qu'il fasse ça là, ce truc un peu bizarre là à marcher l'exorciste, l'araignée l'exorciste. Voilà, c'est ça, ouais. T'as pensé quoi du match, tiens? Ah, j'ai bien aimé. J'ai préféré comme celui-là à l'opener. C'est pas non plus un super match incroyable, gigantesque, mais c'était sympa. Et puis le
Le travail de Bryan, qui c'est un athlète avec un cœur énorme, Daniel Bryan, et, j'aime bien ce mec, et la Wyatt Family, je la kiffe. Donc, puis en plus, oui, c'est vrai, comme tu dis, que Bray Wyatt, il a été bien mis en avant, et il a apporté de l'intensité Oui, c'est ce assez qu'on énorme. attendait enfin, c'est ce qu'on attendait enfin, parce que Ouais. c'est vrai qu'on l'avait vu que contre Kane dans un petit match à SummerSlam, mais sinon, Oui, voilà, on l'avait vu contre Kane dans un petit match à SummerSlam, il était revenu en pay-per-view, mais voilà, contre R-Truth, je crois que c'était, non, c'était contre Kofi à Battleground, c'était un match oui, comme ça, hein, voilà, là bouche-trou. aussi qui avait été très moyen, donc on attendait Ouais, enfin voilà. quelque chose. Et c'est très intéressant, encore une fois. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec la Wyatt Family, je le dis à chaque fois, donc je vais pas le répéter encore, mais, et puis ce petit truc à la fin, là, où Bryan est complètement KO, et puis t'as Bray Wyatt qui lui caresse la tête, là. J'aime bien. Moi, j'aime bien ces petits trucs-là, ces choses comme ça, où tu sens que le mec, il est complètement investi dans son personnage. C'est une belle image. Donc, Ah ouais. ça oui, c'est vrai que Wyatt là, c'est pour le connaître depuis la formation, ouais, c'est pas mal amélioré quand même. Et ce personnage lui va comme un gant. Hein. Il y a pas photo. Et puis les deux là, Harper et Rowan. Harper, bon évidemment, comme Verpal, on l'avait souligné, je me rappelle la dernière fois. Bon, on connaît sa qualité depuis le circuit indépendant bien sûr. Et Rowan, c'est quand même assez bien révélé, même si là c'est pas nécessairement. Bon, évidemment ils sont pas dans la même configuration que le match du précédent PPO qui avait été énorme contre Bryan et Punk. Moi, bizarrement, ce match, c'est un feeling personnel, j'ai moins bien apprécié que le match Punk Shield en comparaison. Je sais pas, j'ai trouvé léger, un peu moins d'équilibre. Même si la fin du match, je la trouve plus intéressante que Punk contre Shield, paradoxalement. Donc voilà, c'est vrai que c'est l'effet miroir entre la famille Wyatt, bien sûr, qui doit vraiment monter. Et Bryan, finalement, à 3 contre 1, il baisse pas tellement, on va dire. Parce que t'en penses, vers pas. Le lendemain, il affrontait Randy Orton, donc il est assez bien placé encore. Ouais, non, un bon gros match quand même. Hein. Bon, Daniel Bryan, on sentait de toute façon qu'avec la victoire de Punk au premier match, on n'allait pas avoir encore une victoire du gars qui était tout seul, mais c'est sûr que ouais, la Wyatt Family est vraiment impressionnante. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais vraiment, que ce soit même Luke Harper ou Eric Rowan, on pourrait dire qu'il y en a l'un qui est au-dessus de l'autre, l'un qui est moins bon que l'autre, mais au final, avec Bray Wyatt derrière, c'est pour l'instant, on dirait le Shield au début, quoi. Même si c'est dans un style différent, ça lamine tout sur son passage. Et c'est vraiment, même si on a pu voir que Daniel Bryan avait quand même un soutien extrêmement fort, il n'empêche que la Wyatt Family, pour l'instant, dans la dynamique actuelle, est au-dessus Daniel Bryan. Donc je pense que d'un côté aussi c'était bon de faire perdre Daniel Bryan, et de l'autre c'était bien aussi de monter une équipe comme la Wyatt Family. Vraiment, c'est le genre de match, si on avait que ça serait des très bons pay-per-view. Et j'extrapole un petit peu vers le Rumble. Est-ce que la Wyatt Family ce ne serait pas un petit peu les épouvantails de la moitié du Rumble environ qui éliminerait en partie des catcheurs, ou du début du Rumble par exemple? Et Daniel Bryan est, moi je le pense en tout cas, et plusieurs, un peu le favori du Royal Rumble. Vous en pensez quoi? Ouais, je te rejoins totalement. Ouais, je te rejoins complètement. Bryan favori, je mettrais Bryan peut-être avec Punk, mais Bryan gros favori pour moi. Et puis oui, la Wyatt Family va faire un travail énorme. Hein. Je pense qu'elle va faire un gros travail de destruction, qu'elle va être unie du début à la fin jusqu'à l'élimination du leader. Je pense que Bray Wyatt sera éliminé après les autres. Bon là, on extrapole. Hein. Mais Oui, oui. Oh ben en même voilà. temps c'est le jeu, hein, on fait des Mais c'est ouais, suppositions voilà. vers le Rumble. Hein, voilà. Mais c'est super intéressant et c'est le bon choix. Je pense que là, la WWE a fait le bon choix de faire perdre Bryan et de faire gagner la Wyatt Family qui avait déjà perdu au pay-per-view d'avant en plus. Donc bon voilà. C'était pas possible parce qu'ils sont en train de les monter en avant. Donc je pense qu'elle fait un très bon choix avec cette victoire de la Wyatt Family et on verra. Je pense qu'ils vont faire un gros coup sur le Royal Rumble, hein, les Wyatt. Eux aussi. Roman Reigns et eux aussi. Bah ouais, c'est vrai que c'est les deux épouvantails, c'est vrai. Enfin les deux, les quatre. L'avis de Grégory qui a trouvé bon match donc et a enfin vu davantage Bray Wyatt dans le ring. Je fais un peu l'effort sur la prononciation. Des bons moves de Bryan bien sûr comme à son habitude pardon, mais ça n'a pas suffi pour contrer la mise en avant du clan Wyatt. Et réaction de Sébastien, non, en fait, autant pour moi. Ah, il a sauté ce match. Ah non, un peu plus haut, autant pour moi. Victoire logique, évidemment, par rapport à celle
par rapport à Shield d'avant, ça aurait été moins logique s'ils avaient gagné. Car eux, voilà, comme tu le dis, Renault, ils pouvaient pas se permettre de perdre là ce match-là, et Brian, il me rejoint un petit peu aussi. Il groupe perd pas grand-chose en perdant ce match, il est toujours over et crédible, voilà. Ah oui, parce que le lendemain, il a affronté Randy Orton, qui finalement, il n'a rien trouvé de mieux que de mettre un low blow, voilà. Donc ça a fait victoire par disqualification de Brian. Donc pour dire qu'il est toujours très haut, et c'est logique vu le buzz quand même qu'il fait avec le public. On se rappelle du segment de John Cena Randy Orton, par exemple, 6 jours avant, le public littéralement, bon c'était le local de l'étape, mais quand même. Ah mais quand même. Littéralement scandé son nom, ouais. Ouais. Et compagnie, quoi. Waouh. La grosse ambiance, ouais. Dans le segment qu'on vous recommande vivement, hein, parce que c'est vrai que moi le premier des fois critique Randy Orton et John Cena, mais là sur le coup ils ont bien vendu le truc, et donc c'est quelque chose à revoir honnêtement. Ouais. J'en parle dans le contexte parce qu'on va passer au main event avec ce fameux match. Un match comme ça il n'y avait plus depuis 2001, un an jour pour jour pratiquement. À l'époque, c'était un petit peu différent dans la configuration parce que Chris Jericho avait d'abord battu The Rock et ensuite battu Stone Cold Steve Austin pour devenir champion Undisputed. Et là, cette fois-ci, le titre a une dénomination différente précisée avant, c'est WWE World Heavyweight Championship. C'est-à-dire que l'unification n'était, à mon avis, peut-être pas tout à fait officialisé, je dirais. C'est juste un regroupement des deux ceintures en un nom. Les deux s'affrontaient dans un TLC match, donc Randy Orton contre John Cena, et Randy Orton l'a emporté après 24 minutes 36 secondes. Il a remporté quoi d'ailleurs, Gilbert? Le jackpot! Il a remporté le jackpot! Messieurs, dames, le jackpot! Il a remporté le jackpot, messieurs, dames! Voilà, oui, merci Gilbert, effectivement, bah oui, on peut le dire. Enfin, là, il a pas touché de boule chaude ou de boule froide cette fois-ci. Oui, on fait référence évidemment au tirage au sort, bien sûr, de la Coupe du Monde. Gilbert aime bien les jackpots à cette occasion, donc. Gilbert est en forme. Ah, je suis chaud comme la braise. D'ailleurs, Eh après, oui. il y a l'émission avec... comment elle s'appelle déjà? Oui, mais je me demande, vas-y. Oui, d'ailleurs, après, il y a l'émission avec Brigitte, là, et... pour ça que je suis chaud comme la braise. Ouais, attention quand même. Je rappelle, là, l'heure où on enregistre, c'est avant l'after, quand même. Hein. On va préciser. Et puis nous, on est PG. Pas non plus à minuit. Voilà. Enfin, il n'y a pas Gus, donc on est PG. Voilà, c'est ça. Ça dépend parfois des intervenants, je dirais. C'est ça, oui. Et Ouais, c'est vrai que quand il y a Gus, on est plus PG, hein. Ah, c'est clair. voilà, ça c'était pour le petit aparté. Donc on va revenir au match avec Karine Bourbon qui est déçue pour John Cena, qui était le fan vraiment, enfin qui était très très soutenu par un public jeune, j'ai trouvé dans ce match. Bon, avant que je dise mon sentiment, j'ai un petit peu envie d'avoir le vôtre et celui de Verpa sur ce match. Extraordinaire. Non, c'est vrai, j'ai trouvé que c'était un très 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 bon match. Vraiment, c'était un match où il y avait un enjeu qui était très élevé, mais contrairement à 80% de ces matchs-là, l'attente, elle a été comblée parce que vraiment, il y a eu un gros match. Alors, ce sont pas les deux gars que je préfère, loin de là. Je suis même assez déçu que ce soit pas Cena plutôt que Orton, parce que bon, Orton, vu l'année qu'il fait, c'est pas vraiment une récompense, hein, parce que lui donner un titre comme ça, qu'est-ce qu'il a vraiment fait cette année? On l'a quand même envoyé 2 mois à moitié où il avait des feuds un peu bas de gamme par rapport à son niveau, parce que voilà, il avait fait un peu l'andouille. Mais sinon, vraiment un très très gros match, hein, utilisation d'énormément d'outils, plusieurs tables de cassé. Oui, Bon, à parts égales, après, pratiquement chaise, table et échelle utilisables par égal, oui. bon après le truc du je décroche pas les ceintures et je vais à 2 à l'heure sur les échelles, bon bah ça c'est toujours le travers qu'on a depuis des années. Ouais. Quand quelqu'un monte sur une échelle, genre le premier truc qu'il fait c'est il pense à sa tête mais il pense pas aux ceintures. Ça c'est un petit peu énervant, mais sinon en dehors de ça, vraiment très gros match. Alors bon évidemment c'est pas 5 étoiles, mais je pense qu'un 4 un quart ou 4,5 ça serait pas volé. Ah oui, quand même. Oui, t'as vraiment apprécié, effectivement, oui. Moi, je serais un peu plus nuancé, même si je craignais vraiment, parce que Randy Orton, il n'a pas vraiment ce profil. John Cena a déjà démontré par le passé. Je me rappelle contre Edge, évidemment, en 2006, et plus récemment, il y avait Dolph Ziggler avec un ladder match.
Donc voilà, il a quand même quelques qualités. John Cena, c'est un caméléon qui s'adapte beaucoup à l'adversaire en général. À part quand l'adversaire est mauvais, là, vraiment, c'est pas possible. Mais sinon, vraiment, il assure bien et c'est lui qui a la conduite des différents spots. Randy Orton, ce qui m'a gêné, c'est qu'il a, enfin, j'espère pas trop pas trop manger ton discours, Renaud, mais Randy Orton, il m'a semblé ne pas vendre, enfin, plusieurs fois certains spots parce que il revient beaucoup trop vite quand même de passage à travers les tables et tout ça, c'est un peu abusé. Ah, le coup de la table là, à l'extérieur là, c'est presque une faute professionnelle. Mais on a un problème dans ce match. Pour moi, il y a un vrai problème dans ce match. Il y a un problème de cohérence, de façon de vendre, parce que je sais pas si vous avez vu, mais je pense que les ceintures sont pas assez hautes. Et c'est vrai qu'elles sont lourdes, hein, en dessous, et c'est deux ceintures qui doivent bien peser pas mal, puisque c'est deux ceintures de champion du monde. D'ailleurs, ils ont mis une attache exprès d'ailleurs pour ces deux ceintures qu'on n'avait jamais vues avant là, avec le logo de la W. D'autant plus, oui, voilà. Et c'était assez bas quoi, quand les mecs ils étaient en haut de l'échelle, limite ils avaient même pas besoin de lever les bras, ils avaient les ceintures au niveau du visage. Donc John Cena, lui, il a fait passer Orton à travers la table, il monte à l'échelle, il se retrouve déjà devant les ceintures. Randy Orton, il prend, il se lève, il se lève et il part quoi. Donc c'est pas du tout vendu et sa chute n'est pas vendue. C'est à cause de ça, c'est un vrai problème, je trouve, de cohérence et de façon de vendre dans ce match. Malheureusement, je vais moins vous rejoindre. Pour moi, c'était pas un super match. Ah oui, non, pour moi c'est ouais, un enfin, très bon match, voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, on verra pas. Apparemment, lui a vraiment apprécié. Après, chacun ses goûts et chacun ses avis. C'est le but de Wrestle Radio d'ailleurs. Voilà, c'est ça, oui, très bien justement. Et alors pourtant l'affiche fait pas rêver. Ouais. Bah, juste, ouais. Les deux ont quand même 25 titres, je crois, en cumulé, donc c'est quand même pas mal. Hein. 25 titres mondiaux, ouais, je précise. Donc. Moi, je trouve que c'est dommage parce que. Puis bon, il y a encore Randy Orton qui nous a sorti le coup des menottes. Je sais pas si vous vous en souvenez des menottes contre John Cena. C'était à l'époque de la rivalité, bien sûr. Oui, ouais, voilà, c'était en 2009. Ouais, c'est ça. Breaking Point en I Quit match. Et on nous avait sorti aussi des menottes dans un triple threat. J'ai noté ça à TLC 2011. Déjà dans un triple threat en TLC match, c'était un match entre Del Rio, Miz et Punk qui a beaucoup moins marqué les esprits. Mais là aussi, on avait attaché Punk au coin du ring. Punk qui a défait d'ailleurs la corde, comme a fait Senna, là, le tendeur aussi pour partir. Enfin voilà. Tout le monde s'y attendait là, évidemment que Cena... Oui, on refait le coup. Enfin bon, moi j'irais, ça m'a. Pas que c'est un mauvais match, c'est pas un mauvais match, mais par rapport à l'attente qu'on a, parce que s'il y a deux ceintures champion du monde en jeu, j'ai été quand même déçu du main event. J'ai vu d'autres Orton Senna et c'est pas mon préféré, hein, loin de là. Et j'ai un avis là de Grégory Gourdou qui a trouvé que c'était un bon main event entre deux lutteurs qui se connaissent par cœur, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu cette grosse rivalité en 2009 et bon, en même temps les deux ils sont arrivés en même temps en 2002 à la WWE. Et pour lui, la stipulation a été bien utilisée. Petite surprise à la victoire d'Orton, mais j'aimerais votre avis sur le fait que lui s'attendait à une intervention extérieure. Alors là, on a vu plusieurs. Ça, on a beaucoup gueulé d'ailleurs. Du no contest, il y a eu des interventions la dernière fois et tout ça. Il y a eu toujours des interventions. Et là, lors du match qui est dévoué à ça, parce que dans un TLC tu peux intervenir, là il n'y a pas eu d'intervention. C'est le paradoxe. Appréciable ou pas? Pour moi, appréciable. Alors moi, je trouve ça très bien parce que la WWE a abusé les derniers pay-per-view sur ça. Là, on a deux titres mondiaux. Je trouve qu'il fallait pas encore que ça parte en live avec plusieurs gars. Qui est un champion, c'est très bien. Qui est pas d'intervention à la fin, c'est très bien. Voilà, ça c'est mon avis totalement personnel. Pour moi, là, ce qu'elle a fait à la fin, c'est très bien. Que ça soit Cena ou Orton, hein. C'est pas par rapport, je fais pas de l'anti-Cena. C'est pas par rapport au catcheur. Ça pourrait être un autre match, j'aurais dit pareil. Qu'il y ait qu'un champion et qu'il n'y ait pas d'intervention, moi je trouve ça bien pour terminer l'année, pour terminer un dernier pay-per-view, voilà. On a assez critiqué, je veux dire, ça fait des mois et des mois qu'on dit à chaque fois, ouais, ça part Battleground, on était déçus, il n'y avait pas de fin. Hell in the Cell, il y avait eu encore Shawn Michaels qui avait fait son truc. Bon, là, on n'a rien. Moi, ça me convient parfaitement. Je sais pas pour vous, pour Verpa. Si, moi, meilleur est la fin, plus c'est clair, mieux c'est, parce que toujours avoir des interventions, on se dit. On se dit quoi? Qui est venu on se dit à chaque fois qu'il faut se venger de celui qui vient d'intervenir. Alors à chaque fois, la feud est dure, et puis comme ça traîne en longueur, et puis on en termine avec des feuds qui tourneront. Donc le fait de pas avoir d'intervention, je pense que ça marque précisément, et tout le monde comprend que c'est vraiment la fin de l'histoire entre les deux. Ouais, parce qu'après on se demande où va aller John Cena. On peut penser qu'il est déjà passé à autre chose. Et
Là, j'ai un petit avis là de Sébastien. C'est vrai, moi je l'ai pensé honnêtement aussi. Match donc somme toute correct sans être génial, il a dit, et il est presque déçu que la WWE n'ait pas eu l'audace de proposer Triple H comme champion. Ça aurait été une possibilité honnêtement, qui aurait pu être envisageable. Ah, dans le contexte de la feud actuelle et dans le personnage actuel de Triple H, c'est possible, oui, ça aurait pu être largement envisageable. Maintenant, bon, enfin, je sais pas, quand même, là, ça aurait été un peu tiré par les cheveux, même s'il peut le faire, puisque c'est un no disqualification, c'est un TLC match, mais bon, voilà, enfin, je sais pas quoi. Triple H, en plus, il a déjà été, hein, lui aussi. Il avait les deux ceintures, puisque c'est celui qui a battu Jericho à WrestleMania 18 pour être champion indisputé, même si là, c'est pas vraiment le champion indisputé, comme tu disais tout à l'heure, mais bon, le monsieur a quand même les deux ceintures avec lui. Non, moi, je pense pas. Enfin, ça aurait pu se faire, oui, mais là, ça aurait été quand même tiré par les cheveux. En plus, le Rumble arrive, là, je vois pas Triple H remonter dans le ring, perso. Hein. Pas avant WrestleMania, en tout cas. Ouais, voilà. Parce qu'après, il faut qu'il remonte dans le ring s'il est champion, donc. Ben, curieusement, dans des interviews récentes, il a donné pas mal d'indices qu'il pourrait revenir prochainement. Donc, D'accord. Après, bon, c'est toujours un peu les. Mais c'est lui-même qui le dit, donc Ouais. il donne du corps aux rumeurs, je dirais. Donc, c'est vrai qu'il a jamais non plus déclaré sa retraite, honnêtement. Hein. Ah Après non, avoir non, été c'est clair. battu par Brock Lesnar dans le cage match là, style cage match, c'était à SummerSlam. C'était Extreme Rules, ce C'est Extreme Rules, pardon. Ben ouais, c'était pas une retraite déclarée, donc après tout, tout Ah est oui, c'est possible. sûr qu'il restera pas sur ça, ça c'est clair. Voilà, on verra bien la suite. Hein. Ça c'est clair. Mais par contre, dans la généralité, j'ai envie de te dire que le problème de ce pay-per-view, dans la globalité, Ouais. c'est que la WWE a vendu son pay-per-view sur le main event. Alors c'est normal aussi d'un côté. C'est le défaut que la WWE a des fois de vendre que sur un match et Ouais, de pas soigner le reste. Ouais. voilà, mais là, elle a vraiment fait dans l'extrême parce qu'il y avait les deux ceintures de champion du monde en jeu. Elle a vraiment vendu son pay-per-view sur le main event. Ça fait que la carte, elle était pas super. On avait deux handicap matchs comme ça. Bon, voilà. Et puis les autres, on a eu des matchs qui sont venus de nulle part. Moi, ça me fait penser à un pay-per-view très ancien que j'avais regardé, qui est Bad Blood 97, qui est une catastrophe totale. Mais tout le monde s'en souvient parce qu'il y avait eu Shawn Michaels contre Undertaker en main event. C'était la première fois qu'il y avait un In the Cell match. C'est le premier de l'histoire. Et la WWE avait vraiment vendu le pay-per-view sur ce match-là, alors que le reste de la carte, c'était très mauvais. Mais le main event avait été à la hauteur. Et là, je trouve que, pour ma part, le main event n'est pas à la hauteur que je l'attendais, en tout cas. Voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est un pay-per-view raté, quoi. Bah ouais. Bon, on va passer de toute façon aux notes. Et d'ailleurs, je vais passer à la tienne en premier. D'ailleurs. Bah, je vais lui mettre 4. Je vais lui mettre 4. Voilà, Ouais. parce que, ouais. Courbis et Gilbert sont d'accord avec ça. Pour ma part, je suis totalement d'accord. Je sais pas toi, coach. Je te rejoins totalement. 4 aussi. Ah Ouais, voilà, ben, on est tous unanime. d'accord, écoute. Eh ben c'est bien. Voilà. 4 parce que 4 quand même parce que bon allez CM Punk contre le Shield c'était quand même sympa et puis aussi la Wyatt Family contre Bryan et le match par équipe même si je l'ai trouvé comme j'ai dit en dessous des autres matchs par équipe qu'on a eu dans les autres pay-per-view et sinon le reste je l'oublie et puis le Cena Orton j'en mettrai des autres notamment celui du SummerSlam 2007 par exemple. Voilà. Ta note, Verpa 7. Waouh. bien. Ah ouais d'accord. Ah, OK. bien Tu vois on a tous les avis, c'est très bien. Voilà. Et oui, j'ai eu la réputation d'être plutôt Très bien. gentil envers les pay-per-view, mais vraiment, bon, bah, on peut lui reprocher évidemment le match de Sendo, le match de Biggie Langston, le pré-show qui est complètement naze, et puis le match avec le Miz et Kofi Kingston, mais en dehors, de quoi se plaint-on? On a un énorme main event, alors certes, bon, c'est une réunification de titres qui ne me plaît pas tellement à titre personnel, mais on a quand même un match de qualité, on a deux handicap matchs qui tiennent largement la route, on a un show où bon, même le match de Diva est bon. On peut pas vraiment on va pas atteindre 10 toutes les semaines, ni toutes les mois, donc je pense que non, le 7 est bien mérité. Ah oui. Bah, cette fois-ci, on va inclure quand même des notes auditeurs avec celle de Grégory Gourdou, qui a bien aimé quand même. Enfin, il a mis 6 sur 10, pay-per-view correct dans le ring malgré les résultats sans surprise et le manque de créativité et d'originalité dans les feuds actuels. Il espère quand même que les titres seront une nouvelle fois séparés. Il parle de titres mondiaux bien sûr. Toujours le rêve de revenir à deux brands bien distinctes, chacun a sa ceinture comme au bon vieux temps, mais sinon avec une ceinture on risque de voir toujours les mêmes lutteurs tourner autour, que ce soit à Raw ou SmackDown comme c'est déjà le cas. Voilà. Je passe à la note de Sébastien. On monte vers la note de Verpa avec 6,5. Au final, un bon pay-per-view avec de la qualité, mais aussi pas mal de moments chiants, paradoxalement.
Mais c'est grâce au handicap match, le four-way et dans une moindre mesure le TLC match qui met 6,5. Moi, pour ma part, je vais mettre une de mes meilleures notes de l'année, mine de rien, 5,5, parce que, paradoxalement, c'est vrai qu'au départ, ça dépend parfois de l'attente qu'on a d'un pay-per-view, c'est un peu mon cas là, dans ce cas-là. J'avais une attente assez moyenne, je savais pas trop à quoi m'attendre, là j'arrivais la nuit un peu, bon voilà quoi, on regarde et puis on attend de voir quoi. Et par rapport à la carte moyennement emballante, notamment les handicap match, j'ai été plutôt satisfait positivement. Après, c'est vrai qu'il y a les moments chiants, les montagnes russes, ce qui fait que 5,5, je peux pas non plus mettre beaucoup plus haut. C'est à peine plus haut que la moyenne sur l'ensemble général, je dirais, du pay-per-view. Et ce qui fait en note générale 5,8. Ouais, par rapport à la note que Renault donne, finalement TLC s'en sort mieux. Je dirais que le dernier pay-per-view est beaucoup moins bien que celui de l'année dernière qui avait été limite le meilleur de l'année, mais Ah oui. mais bon. L'année dernière, c'est un extraterrestre, hein, le pay-per-view. Mais c'est vrai que vu comment les feuds sont traités actuellement, tout ça, ça s'en sort limite honorablement, je dirais. Mais bon. Ah bah c'est clair. Voilà. Après, là, il y a le petit pont là de Grégory Gourdou qui dit place au Rumble, qui est l'un de ses pay-per-view préférés. Et ouais, voilà. Après, on a déjà parlé de Bryan ou CM Punk, voilà, exactement ça. Et ça dépendra de si Randy Orton est encore champion au moment de WrestleMania, ou le fait qu'il y ait toujours qu'une ceinture. Ça pourrait donner éventuellement un triple threat match pour le titre avec le vainqueur du Rumble et celui de l'élimination de Chamber qui rentre. Voilà, enfin, c'est un peu ce qui l'extrapole lui de son côté. C'est vrai que ça ouvre le champ des possibles. Ouais, c'est fort possible, hein. Ouais. C'est fort possible ce qu'il dit. Ah oui, ouais. parce que John Cena, il peut pas être non plus écarté de A à Z, hein, même si c'est volontairement, je dirais, écarté. Celui il prend, enfin on le sait, il fait des allers-retours vers le titre, donc voilà. Ouais, ah oui. Venir, ouais. Donc, je pense qu'on peut tourner la page de TLC. Oui. Et passer aux partenaires avec FN Lutte, Vox Catch, la Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch Asylum, Revolt, le Twitter @WSS Radio, le Facebook WSS Radio. N'oubliez pas surtout l'apostrophe entre le E et le S et entre parenthèses officielles. Merci aux derniers membres qui nous ont rejoints et puis merci pour vos réactions et de nous être toujours fidèles. Vous pouvez nous écouter donc sur YouTube, vous nous écoutez peut-être en ce moment d'ailleurs sur YouTube ou sur archive.org ou sur iTunes, toujours géré par MP, pas très disponible ces temps-ci, mais qui met toujours les pay-per-view, donc vous les avez sans problème sur iTunes. Voilà. Pay-per-view parce que faudra bientôt payer, non je déconne. mais sinon pour les petits messages, n'hésitez pas à nous joindre par mail à l'adresse wssradio@gmail.com, tout attaché en minuscule. Et je pense que on peut finir l'année, une année assez remplie. Parfois. T'as oublié RMC en partenaire. RMC. Ah partenaire. Oui, c'est vrai. RMC Info, Talk, Sport. Mais oui, en plus c'est le moment de l'after là. Oula. Attention Gilbert là. Dimeco et Riolo t'attendent, je crois. Allez vite, je suis pressé moi. 32-16. Voilà, c'est ça, oui. Enfin, c'est vrai, nous on n'a pas encore de numéro de téléphone, donc. Bande d'amateurs. Eh oh. Non mais. Ah mais bravo, ouais. Ah non mais les invités de nos jours, vraiment. C'est plus ce que c'était, je vous jure. Hein. Ah ouais, dans là, on est mal tombé. Enfin, bon, on verra quand même. Bon, allez. Quand même, c'est vrai, j'ai bien aimé Gilbert, donc peut-être qu'il reviendra en 2014, on verra. Ah ben j'espère bien. Merci les gars, merci à vous. Ah bah oui. Et puis coach aussi quand même. Hein. Oh. Salut à tous, merci tout le monde. Eh oui, merci. Coach, bonne chance. Trouver du boulot quand même. Bonne chance avec Montpellier Héros, bien sûr. Eh ben merci tout le monde. Eh oui. Là, avec on espère la prochaine première victoire prochainement. Sans être pour un club particulier, sachant que moi je suis pas pour Montpellier déjà au départ, mais. On perdra contre Monaco, mais on gagnera après. Hop. Pas contre le PSG aussi. Enfin bref. Donc on peut conclure, fermer ce numéro. Vous retrouvez en 2014 bien entendu. Il y aura le Royal Rumble qui lancera l'année. Ce sera le 24 janvier.
Donc il y aura un vintage bien sûr la semaine d'avant, on vous tiendra au courant. Et le numéro, le prochain Late Night Wrestle, numéro 7, un très bon chiffre mine de rien, qui sortira donc la semaine après le pay-per-view, voilà. Donc on vous souhaite d'excellentes fêtes, de bonnes fêtes à Gilbert et le coach bien sûr. À toi aussi, merci. Et oui, voilà. Et ne pas oublier que Loulou me doit une petite bouteille de panaché. Voilà. Et oui, pas de champagne pour moi. Et ben merci à Renaud Verpa et puis tous les chroniqueurs qui ont participé à cette année, et puis à vous les auditeurs. Ouais, merci à tous. Voilà, ce sont des adieux pour 2013, mais on vous retrouve en 2014 bien sûr. Et on vous laisse avec le thème évidemment du champion incontesté, le champion des champions actuels, Randy Orton. À ciao, bonne fête, à 2014. Salut les amis, bye bye, bonne fête. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. You got your rules and your religion, all designed to keep you safe. But when rules start getting broken, you start questioning your faith. I have a voice that is my savior, hates to love and loves to hate. I have a voice that has the knowledge and the power to your fate. I hear voices crying, I see heroes dying, I taste blood that's trying, I feel tension rising. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me, they talk to me, they tell me things that I will do, they show me things I'll do to you, they talk to me, talk to me, talk to me, they talk to me, talk to me, talk to me. All the lawyers are defenseless, all the doctors are disease, and the preachers are sinners, and police just take the grease. All your judges, you are guilty, all the bosses are a fighter, all your bankers will have losses, politicians all are liars. I see darkness falling, I hear voices calling, I feel justice crawling, I see faith has fallen. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me.